est-ce que vous m'écoutez? Un problème de connexion. Allô? Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que c'est bon? Allô? Oui, OK, merci. C'est un problème de connexion, hein. D'accord? Alors donc le schéma des diagnostics sérologiques du VIH donc se déroule en 3 temps. D'accord? Donc un test de dépistage type ELISA combiné sur un premier prélèvement, d'accord? Si c'est positif, d'accord, sur le même premier prélèvement, on va faire un western blot. Donc on répète, on a un prélèvement P1, d'accord, une prise de son, d'accord. Alors, c'est un tube de sang sec, hein, c'est-à-dire sans anticoagulant, d'accord, une prise de son, d'accord, il n'y a pas de préparation particulière, le patient n'a pas besoin d'être à jeun, d'accord. Donc premier test ELISA mixte et combiné sur un premier prélèvement. Si c'est positif, sur le même premier prélèvement P1, d'accord, sur la même prise de sang qu'on aura gardée, on ne jette pas bien sûr, d'accord, on va faire un western blot. Si le western blot est positif, d'accord, on va demander un second prélèvement. Pourquoi? Pour confirmer, pour éviter bien sûr les erreurs, etc. Parce que c'est pas facile d'annoncer un résultat VIH au patient, d'accord, pour éviter les erreurs d'identification du patient. Et à ce moment-là, on va faire une deuxième ELISA. Donc deux prélèvements, d'accord. Premier prélèvement ELISA Western blot, d'accord. Deuxième prélèvement ELISA. Parfois, on peut faire même le deuxième cas, c'est-à-dire sur le deuxième prélèvement, on fait ELISA Western blot et on se contente de faire une ELISA sur le premier, c'est juste. Mais allez, d'accord, on va essayer de suivre les recommandations internationales. Donc, premier prélèvement P1, faire ELISA. Si c'est positif, confirmation Western blot. D'accord? Si c'est encore positif, d'accord, faire un deuxième prélèvement et refaire test ELISA. À ce moment-là, on n'est pas obligé d'aller vers un autre Western blot, hein. D'accord? À ce moment-là, si sur le deuxième prélèvement P2, la deuxième prise de sang P2, d'accord, l'ELISA, elle est franchement positive, d'accord, on peut déclarer le patient pardon, comme étant un VIH+. D'accord? Donc, seul un résultat positif sur le second prélèvement permet d'affirmer définitivement l'infection par le VIH. D'accord? Alors, devant des tests douteux ou discordants, pratiquer un test de confirmation, d'accord? Et on va essayer, d'accord, de statuer par rapport, d'accord, s'il y a une notion de contamination, de voir le délai de contamination. De toutes les façons, vous allez avoir des questions, on va répondre aux questions. D'accord? Donc, deux tests de dépistage négatifs, signe absence d'une séroconversion virale, mais attention, d'accord, si la contamination elle est très fréquente, d'accord, on peut se faire induire en erreur. À ce moment-là, on va demander, d'accord, soit si on dispose de la biologie moléculaire, à faire la recherche du génome par PCR, d'accord, soit on va refaire la sérologie 3 semaines à 1 mois après. D'accord, on va demander une deuxième prise de sang pour faire un autre test ELISA et on va voir s'il est positif. Maintenant, s'il est négatif, c'est négatif. Si ce sera positif, d'accord, on va continuer la démarche. D'accord, donc conclusion, diagnostic sérologique de l'infection VIH, présence d'anticorps VIH1, VIH2 sur 2 prélèvements successifs dépistés par ELISA avec 2 méthodes distinctes, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéal, c'est d'avoir 2 coffrets, 2 réactifs différents, hein, d'accord. Ne pas appliquer le même coffret, la même marque, etc. D'accord. Et au moins, sur l'un des 2 prélèvements, la première prise de son, la deuxième, un Western blot. D'accord. Donc 2 ELISA avec un Western blot sur 2 prélèvements pour déclarer l'infection VIH plus comme étant confirmée. Donc, détection d'antigène viral, d'accord, bon, rapidement, d'accord. À côté de ça, on peut faire la recherche du génome, de l'ARN viral, d'accord, voire de l'ADN proviral, mais surtout de l'ARN par PCR, d'accord, technique d'amplification, d'accord. La PCR, soit une PCR qualitative, d'accord, en vue du diagnostic, d'accord, soit une PCR quantitative, ce qu'on appelle la charge virale, la concentration du virus, d'accord, le nombre de copies, d'accord, par millimètre cube, d'accord, le nombre de copies du génome viral par millimètre cube de son, d'accord, ce qu'on appelle la charge virale, c'est une concentration de la PCR quantitative. Et cette PCR quantitative, elle est obligatoire, d'accord, après un diagnostic positif,
avant la mise sous traitement antirétroviral, parce qu'on va voir le suivi du traitement antirétroviral va se baser sur la détermination du taux de lymphocytes CD4+, d'accord, et la détermination de la concentration, ce qu'on appelle de la charge virale par PCR en temps réel, par RT-PCR en temps réel. D'accord. Bon, il y a d'autres méthodes, d'accord, pour la détection, les méthodes d'hybridation, etc. Mais c'est surtout l'amplification par PCR qui est utilisée, soit la qualitative pour le diagnostic, soit la quantitative pour le suivi thérapeutique. D'accord. Donc, l'isolement de la culture sur cellules mononucléées, donc les monocytes macrophages, d'accord, du sang d'un donneur sain, d'accord, et ça exige un laboratoire d'accord, bien sûr spécialisé, etc., avec un niveau de sécurité biologique élevé. Étant un germe, bien sûr, très dangereux, d'accord, il faut avoir des conditions de sécurité optimum pour faire la culture. D'accord. Alors, cas particulier, d'accord, c'est d'accord, une primo-infection. D'accord, donc l'infectiosité en primo-infection est plus élevée, d'accord, un résultat négatif, d'accord, qui est fait 6 semaines après une notion d'exposition, d'accord, pour une personne, par exemple, qui s'est fait piquer, par exemple, là, par exemple, par une seringue ou un accident de labo, par exemple, là, d'accord, par une seringue d'un patient, d'accord, chez qui on suspecte, par exemple, le VIH. D'accord. Il y a la seringue, la seringue, je ne peux pas faire une recherche d'anticorps sur une goutte ou 2 gouttes de sang. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? D'accord. On va faire une sérologie, une recherche d'anticorps chez la patiente qui a été touchée, chez le patient qui a été touché, qui a été contaminé. Et à ce moment-là, il faudrait se mettre dans la tête que si on fait, par exemple, la prise de sang une semaine, 10 jours, 15 jours, d'accord, juste après le contact contaminant, infectant, et si on a une sérologie négative, à ce moment-là, on ne peut pas déclarer le patient comme étant indemne d'une contamination par le VIH ou d'une infection VIH. Pourquoi? Parce que, d'accord, le délai de prélèvement a été trop précoce par rapport à la notion d'exposition. D'accord. Donc, un résultat négatif 6 semaines après l'exposition supposée. D'accord. Donc, à ce moment-là, il faut refaire le test après. D'accord. Donc, avant, on attendait jusqu'à 3 mois, sauf si on dispose d'une biologie moléculaire. Donc, à ce moment-là, pour une PCR, d'accord, on peut faire une PCR après environ 15 jours. Donc, la biologie moléculaire, le génome est positif à partir de 11-12 jours. D'accord. Si on a une notion de contact, d'accord, on peut faire une recherche de PCR à partir du 12e, 13e jour. Mais pour les anticorps, d'accord, les anticorps, c'est vrai qu'on a dit que les anticorps commencent à apparaître à partir du 21e jour, mais on peut avoir l'apparition des anticorps jusqu'à 6 semaines après. Donc, il faut faire attention. Vous allez me dire, monsieur, on a fait un prélèvement après 4 semaines, on n'a rien trouvé. 4 semaines après une notion de contact infectant, d'accord, sanguin, sexuel ou autre, etc., accident de labo, etc., on n'a pas trouvé d'anticorps. À ce moment-là, on va déclarer le patient comme étant VIH négatif. Non. Pourquoi on dit ça apparaît à partir de la 3e semaine, c'est vrai, mais ça peut aller jusqu'à 6 semaines, voire davantage. Donc, en général, jusqu'à 6 semaines. D'accord. À ce moment-là, si on fait une recherche d'anticorps après 4 à 5 semaines, après la notion d'un contact infectant, et on n'a rien, d'accord, on doit encore attendre. D'accord. Alors, deuxième cas, d'accord, c'est la transmission materno-fœtale. D'accord. Transmission materno-fœtale avec 2 cas, si la mère a pris un traitement ou si la mère n'a pas pris de traitement. Alors, si la mère n'a pas pris de traitement préventif antirétroviral, à ce moment-là, on va faire, d'accord, si l'enfant a moins de 2 ans, on va faire uniquement la recherche du gène par biologie moléculaire. Pourquoi pas la recherche d'anticorps? Parce que les anticorps peuvent rester jusqu'à l'âge de 2 ans. Et à ce moment-là, les anticorps maternels, à ce moment-là, on risque d'avoir un résultat faussement positif, une sérologie positive, recherche d'anticorps qui est positive, qui est due non pas à la présence d'anticorps synthétisés par le nouveau-né, d'accord, mais en fait, ce sont les anticorps de la mère. Et pour enlever, d'accord, ces résultats faussement positifs, on va faire la recherche du génome par biologie moléculaire juste à la naissance, d'accord, 1er mois, 3e mois et 6e mois, d'accord. 2 PCR successifs positifs confirment la transmission de l'infection VIH. D'accord. Si on a une seule PCR positive, d'accord, on va faire d'autres PCR. À ce moment-là, si une PCR positive avec 2 autres PCR négatives, on va déclarer le résultat comme étant négatif. Ça pourrait être peut-être, d'accord, un résultat faussement positif. D'accord. Donc, il faut avoir 2 PCR successives, d'accord, naissance, M1, 3e mois et 6e mois. D'accord. Si
la mère a pris un traitement antirétroviral préventif, c'est-à-dire une mère, d'accord, qui est diagnostiquée VIH+, pendant la grossesse ou en fin de grossesse, etc., d'accord, qui a pris un traitement antirétroviral préventif, d'accord. À ce moment-là, d'accord, on doit faire les prélèvements, d'accord, surtout, d'accord, après la fin du traitement antirétroviral, le traitement préventif. D'accord, on fera des prélèvements avant et des prélèvements après, d'accord, toujours par biologie moléculaire, recherche du génome par biologie moléculaire, d'accord. Il faudrait avoir au moins, d'accord, 2 résultats positifs ou pour exclure 2 résultats négatifs en dehors de la période de traitement. D'accord, en dehors de la période de traitement, avoir 2 résultats de PCR négatifs, d'accord, chez le nouveau-né pour dire que c'est un nouveau-né qui n'est pas infecté. À ce moment-là, d'accord, on dit que le nouveau-né a été infecté par sa maman. Donc, conclusion pour la biologie moléculaire. Donc, intérêt de la recherche qualitative du génome par biologie moléculaire, d'accord. Quand est-ce qu'on applique la biologie moléculaire, d'accord. Recherche qualitative, discordance entre ELISA Western blot. Je trouve par exemple l'ELISA positif, Western blot négatif, l'autre ELISA aussi, d'accord, positif ou faiblement, enfin, c'est-à-dire la réaction n'est pas concordante, etc. On va faire une confirmation par biologie moléculaire. D'accord, donc c'est les situations de discordance, d'accord, dans la fenêtre sérologique, d'accord. Donc, j'ai les moyens de faire une recherche du génome par biologie moléculaire pour attendre 4 semaines, 6 semaines, etc. Donc, je vais faire, après le 2e jour, d'accord, à partir de la 2e semaine, d'accord, je vais faire une recherche du génome par biologie moléculaire, d'accord, et diagnostic, d'accord, obligatoirement la biologie moléculaire, recherche du génome par RT-PCR, d'accord, de l'ARN, chez l'enfant de moins de 2 ans, né de mère séropositive, bien sûr. Si la mère elle est négative pour le VIH, ça ne sert à rien de faire une recherche, d'accord, du VIH et du génome, etc. Alors maintenant, pour le suivi, d'accord. Donc le suivi, alors 2 choses, d'accord. L'efficacité virologique, c'est ce qu'on appelle, d'accord, la mesure de la charge virale, d'accord. Est-ce que le virus est là et est-ce qu'il se multiplie avec une grande concentration? Mesure de la charge virale pour apprécier, d'accord, le degré de la réactivité, d'accord, de l'activité, d'accord, et de la concentration du virus. Le nombre, la détermination du taux ou du nombre de lymphocytes CD4+, en fait, ça, c'est pour apprécier, d'accord, le degré de destruction du système immunitaire. Pourquoi? Pour prévoir les infections opportunistes. D'accord? Donc, il y a l'efficacité virologique, c'est la charge virale, et l'efficacité du système immunitaire, la restauration et l'efficacité du système immunitaire, c'est la détermination du taux de lymphocytes CD4+. D'accord? Donc, la charge virale, c'est la détermination de la concentration du virus. D'accord? C'est le nombre de copies d'ARN VIH par millilitre de plasma. D'accord? Et on peut aussi le traduire en log décimal. Là. D'accord? Soit on dit, par exemple, 0, 2, 3 log, d'accord, de copies par millilitre, soit on va donner directement le nombre de copies. On va dire, par exemple, 2000 copies, 10 000 copies, 2 millions de copies par millilitre, etc. D'accord? Alors, le nombre de lymphocytes CD4, d'accord, c'est un chiffre par millimètre cube, bien sûr, de prise de sang. D'accord? Donc, et l'idéal, c'est d'avoir un taux de lymphocytes CD4+, d'accord, supérieur ou égal à 500 mm3 pour dire qu'on n'est pas à risque d'avoir, d'accord, les infections opportunistes, etc. Pourquoi? Parce que si on a un taux inférieur à 500, d'accord, et particulièrement inférieur à 350 par millimètre cube, à ce moment-là, notre système immunitaire est fortement amoindri et immunodéprimé et on va avoir certainement les infections opportunistes. En général, le décès, il survient non pas par réplication directe du virus. On n'est pas devant un virus qui donne, je sais pas, des hémorragies, une détresse respiratoire avec coma, etc. Mais devant un virus qui détruit le système immunitaire et c'est les infections opportunistes et les tumeurs qui sont dues à cette destruction du système immunitaire qui sont à l'origine du décès et non pas l'effet direct du virus. D'accord? Donc, pourquoi le taux de lymphocytes CD4+? Pour la prophylaxie contre les infections opportunistes. On va dire que lorsque, par exemple, la concentration est inférieure à 200 mm3, je risque d'avoir telle ou telle infection, je ne sais pas, cryptococcus neuroméningé, toxoplasmose cérébrale, etc. À ce moment-là, je vais mettre immédiatement le patient sous traitement prophylactique préventif, c'est-à-dire avant l'apparition des symptômes, etc. Bon, test de résistance, c'est pour détecter les résistances aux antirétroviraux. D'accord, ce sont des tests de biologie moléculaire spécialisés. D'accord, génotypiques,
Ça veut dire quoi? Détecter les mutations, d'accord? Et phénotypique, d'accord? Là, il faut avoir le virus en présence, d'accord? C'est comme un antibiogramme. Quand on parle de test phénotypique, c'est déterminer la concentration en antirétroviral, en molécules antirétrovirales qui va inhiber sur 50, sur 90%. C'est le même principe de l'antibiotique. À ce moment-là, il faut avoir le virus vivant, la culture virale, etc. Donc habituellement, on fait ça par les tests génotypiques, d'accord, par les tests de génotypique, par PCR ou par séquençage, etc. D'accord, rapidement. Alors, traitement antirétroviral, donc 6 classes de molécules antirétrovirales, d'accord. Les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, d'accord. On a deux types d'inhibiteurs de la transcriptase inverse, les inhibiteurs nucléosidiques et les inhibiteurs non nucléosidiques. Nucléosidiques, pourquoi? Parce que, d'accord, ce sont des analogues de nucléosides, d'accord, qui doivent être triphosphorylés, d'accord, par les kinases, par des enzymes cellulaires pour avoir la molécule active. En fait, ce sont des promédicaments. Il faut passer par la phosphorylation, la triple phosphorylation pour les activer, d'accord, et avoir leur effet. L'effet, d'accord, c'est l'arrêt de la réplication, d'accord, vous avez tout ça en arrêtant l'incorporation, d'accord, des nucléosides, d'accord, ils vont stopper la réplication virale en empêchant l'accrochage des nouveaux nucléosides, d'accord, lors de la réplication du virus. Alors ensuite, vous avez toujours des inhibiteurs, mais de la transcriptase inverse, mais non nucléosidique. Ça veut dire leur structure n'est pas, ce ne sont pas des analogues de nucléosides, d'accord, ok, qui ne nécessitent pas de phosphorylation préalable comme ici, les phosphorylases, les kinases cellulaires, etc. Mais ce sont des molécules, d'accord, les inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase, qui sont naturellement inactives sur le VIH2 et sur le VIH du groupe O. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant, d'accord, il est obligatoire lors du diagnostic virologique de déterminer d'abord le type, est-ce qu'on a affaire à un VIH1, est-ce qu'on a affaire à un VIH2, d'accord, de déterminer le groupe et le génotype. C'est très important, pourquoi? Parce que ça a une influence thérapeutique. Si on est devant un VIH2 ou devant un VIH1 de groupe O, on ne donnera pas les inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase. Les inhibiteurs de la protéase, d'accord, ils vont bloquer l'activité de la protéase et donc la maturation des virions, on l'avait déjà dit, d'accord. Les inhibiteurs de fusion, d'accord, on avait dit que lors de la réplication, d'accord, on va avoir la première étape, c'est la fixation et ensuite la fusion, d'accord. Il y a une seule molécule pour l'instant qui est commercialisée, ce qu'on appelle l'enfuvirtide, d'accord, et qui est commercialisée, d'accord, c'est un inhibiteur de fusion. Les inhibiteurs de l'intégrase, donc on a les inhibiteurs des trois enzymes, d'accord, donc reverse transcriptase, protéase, intégrase, d'accord, et lorsqu'on a expliqué un petit peu le cycle de réplication, d'accord, lors de l'étape de fixation, vous allez avoir la fixation sur CD4, la fusion et également la fixation, d'accord, avant la fusion, c'est la fixation avec les corécepteurs. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les CCR5 et CXR4, etc. Donc, il y a une molécule, pour l'instant la seule qui est commercialisée, on a d'autres en cours de production, d'accord, qu'on appelle le Maraviroc, qui est, d'accord, un antagoniste des corécepteurs, un corécepteur CCR5. D'accord? Pas le récepteur CD4, mais les corécepteurs CCR5. À ce moment-là, on est dans l'étape de fixation et d'adhésion du virus. Donc, soit activité sur les enzymes, soit les inhibiteurs de fusion, soit les antagonistes des corécepteurs, donc de la fixation donc, du VIH qu'on appelle le Maraviroc. Alors, donc ça, on l'a déjà dit. Donc, l'objectif du traitement antirétroviral, c'est quoi? D'accord? C'est l'efficacité virologique. D'accord? C'est quoi l'efficacité virologique? C'est d'avoir une charge virale indétectable. Une charge virale, une concentration indétectable. Et ceci renvoie à 50 copies par millimètre cube. Copies, hein? D'accord? Pourquoi? Parce que les troupes, toutes les trousses diagnostiques, d'accord, les fabricants qui fabriquent la PCR, d'accord, quantitative, d'accord, et qualitative, d'accord, euh, le seuil, en général, c'est de 50 copies par millimètre cube. Il y en a qui détectent moins, hein, qui détectent même 20 à 30 copies, mais pour la majorité, le seuil, il est de 50 copies par millimètre cube. À ce moment-là, d'accord, c'est ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Ça veut dire absence de réplication du virus. Pas absence du virus parce qu'on n'élimine pas le VIH complètement, mais en tout cas, absence de la réplication du virus, en tout cas, absence de la présence dans le sang. Pourquoi? Parce que le virus, il va se cacher dans les structures lymphoïdes, etc., dans les cellules, etc., l'intégration sous forme d'ADN proviral, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus ne se réplique pas et c'est déjà bien. D'accord? Alors, première chose. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'objectif, c'est la restauration du système immunitaire, on l'a déjà dit, pour, d'accord, réduire, voire
d'accord, lutter efficacement contre les infections opportunistes associées. À ce moment-là, il faut avoir, d'accord, des lymphocytes TCD4+ supérieurs ou égales à 500 éléments par millimètre cube. D'accord. Donc, tous les patients ont une indication du traitement antirétroviral, quel que soit le taux de lymphocytes CD4+, bien sûr. Donc, tout patient VIH+, doit recevoir un traitement antirétroviral. D'accord. Je vous rappelle que jusqu'à présent, le traitement antirétroviral permet d'améliorer la qualité de vie, mais ne permet pas d'éliminer à 100% le virus. Ce n'est pas comme, je sais pas, une infection à staphylocoque. Si on va donner un traitement antibiotique efficace, d'accord, à la dose efficace, dans l'indication qu'il faut, on va éliminer le germe complètement et guérison complète, etc. Là, d'accord, c'est d'améliorer la qualité de vie au maximum, d'accord, et de réduire l'évolution défavorable vers les infections et les tumeurs opportunistes. D'accord. Donc, bien sûr, il faut préparer le patient, équipe multidisciplinaire, éducation thérapeutique, pour lui dire que c'est un traitement à vie qui peut exposer à des risques métaboliques, etc., avec tout, d'accord, tout ce qui est facteur, d'accord, pharmacologique, etc. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il va prendre plusieurs médicaments. Donc, il peut être amené à prendre plusieurs médicaments. On va voir, c'est une trithérapie. Donc, modalité de traitement, d'accord. Le traitement antirétroviral est une trithérapie. Donc, il faut avoir 3 molécules antirétrovirales parmi les molécules qu'on a vues tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est un traitement qui doit être maintenu à vie. D'accord. Cette plus maladie incurable par les modalités thérapeutiques disponibles. À ce moment-là, on va voir plusieurs combinaisons. D'accord. Les inhibiteurs, toujours 2 inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase avec, d'accord, en fonction, un inhibiteur de protéase, etc. Là, je vous ai mis en général, d'accord, par ordre en général de préférence. D'accord. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, notamment, par exemple, si on a, par exemple, une contre-indication, par exemple, avec un inhibiteur de protéase, on va passer, par exemple, avec un inhibiteur non nucléosidique, voire d'intégrase, etc. D'accord. Vous avez, bon, là, vous avez, par exemple, tenofovir, emtricitabine, par exemple. Ce sont des inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase. D'accord. Et par exemple, le darunavir, c'est un inhibiteur de protéase. Ici, vous avez rilpivirine, etc. Vous avez dans le cours un tableau avec les noms des molécules, etc. D'accord. Donc, vous avez dans l'ordre les inhibiteurs nucléosidiques, d'accord, avec la 3e molécule qui est soit un inhibiteur de protéase, un inhibiteur non nucléosidique, un inhibiteur d'intégrase, d'accord, comme 3e molécule. Donc, une trithérapie. Donc, ça, obligatoire, il faut avoir 3 molécules. Alors, pourquoi 3 molécules? D'accord. Pour 2 raisons. Avoir une efficacité maximum et surtout, d'accord, comme c'est un virus qui mute, qui donne des quasi-espèces, etc., pour éviter les mutations. D'accord. L'association, d'accord, l'un des buts majeurs, à côté de l'efficacité, c'est surtout de lutter contre les mutations. C'est pour ça qu'on associe les 3. Si on va utiliser une seule molécule, d'accord, après quelques semaines, quelques mois, d'accord, inexorablement, on va avoir des mutations de résistance, etc. D'accord. Suivi régulier est indispensable, etc. Donc, traitement antiviral, ça on l'avait déjà dit. Un contrôle virologique, un contrôle immunologique. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on va faire le contrôle virologique? À 1 mois, à 3 et à 6. D'accord. Après, traitement antirétroviral. D'accord. Et vous avez ici les normes. L'objectif, c'est au 6e mois de traitement, c'est d'avoir une charge virale indétectable. En ayant, bien sûr, d'accord, au 1er mois, une réduction de la charge virale de plus de 2 logs. C'est un calcul mathématique. D'accord. 2 logs par copie, d'accord, égale au premier, par exemple, au départ, on avait par exemple 10 logs de copies par millilitre, on est tombé à 1 log ou à 2 logs, d'accord. Mais si on était par exemple à 3 logs et on descend par exemple à 2,5, ce n'est pas efficace, d'accord. Ensuite, au 3e mois, d'accord, ça, ce n'est pas en termes de logs, mais en termes de copies, d'accord, c'est de 400 copies, d'accord, avoir une charge virale à 400 copies, inférieure à 400. Ça veut dire que si à 3 mois, on est supérieur à 400 copies, on va s'attendre qu'à 6 mois, on ne va pas avoir la charge virale indétectable. C'est très, très intéressant. Mais l'objectif, d'accord, un traitement antirétroviral efficace, bien pris chez un patient. Si on a ces chiffres et à la clé, au 6e mois, une charge virale indétectable, d'accord, c'est l'objectif, d'accord, majeur à atteindre. Et ça veut dire que l'objectif est atteint. Ça veut dire que le patient, il est, d'accord, on ne peut pas dire qu'il est guéri parce que c'est une maladie qui est incurable, mais en tout cas, l'infection est contrôlée efficacement d'un point de vue virologique. À côté de ça, c'est le contrôle immunologique. Donc, taux de CD4, d'accord, ok, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, d'accord, et ensuite, d'accord,
en fonction si, d'accord, les CD4+ sont inférieurs à 500, c'est tous les 3 à 4 mois, inférieurs pardon, à 500, et si les CD4 sont supérieurs à 500 par millimètre cube, tous les 4 à 6 mois. Donc, pendant la première année, d'accord, les CD4 à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12e mois, d'accord, pendant la première année, d'accord, et ensuite, au 12e mois, si on voit à 12 mois que CD4 est inférieur à 500, on fera les contrôles tous les 3-4 mois. Et si on trouve au 12e mois le taux supérieur à 500 par millimètre cube, on fera tous les 4 à 6 mois, d'accord, une prise de sang pour recherche du taux de CD4+. Donc, prévention. Donc, à l'heure actuelle, aucun vaccin efficace contre le VIH, d'accord. Prévention de la transmission sexuelle, prévention de la transmission sanguine, ça vous connaissez, d'accord. Et le traitement post-exposition à l'infection VIH, d'accord. Bon, on passera rapidement l'HTLV, d'accord. Est-ce que vous m'écoutez? D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui ou pas? Hello, est-ce que vous m'entendez? D'accord? Parce que je n'ai qu'une séance. D'accord? On va essayer de faire les questions. Et même si on n'aura pas le temps. D'accord. Alors, on va essayer d'exposer le HTLV en 5 minutes. Alors, même si on n'aura pas le temps pour faire les questions, d'accord? Vous pouvez m'envoyer les questions par mail ou d'accord, ou je ne sais pas, d'accord, parce que c'est pas évident d'avoir une autre séance, hein, d'accord? Ok? Vous pouvez. Oui, je sais que vous avez un cours, d'accord. Alors 5 minutes, rapidement, d'accord. Virus HTLV, toujours on est dans les rétroviridés, d'accord, avec deux virus HTLV1, HTLV2, d'accord. Famille des rétroviridés, genre delta rétrovirus, d'accord. C'est à peu près la même structure, d'accord. Là, tout à l'heure, on était dans les lentivirus, d'accord. C'est toujours la même structure. Ce qui va changer, bien sûr, c'est la numérotation, en fait, les numéros des protéines. C'est la même structure, d'accord. Mêmes enzymes, rétrotranscriptase inverse, d'accord, glycoprotéines externes, transmembranaires, intégrase, protéase, etc. D'accord, deux molécules d'ARN, d'accord, c'est exactement la même structure. Particularité, à côté des gènes GAC, POL, ANV et LTR, nous avons, d'accord, d'autres gènes, d'accord, deux protéines régulatrices qui n'existent pas dans le VIH, les gènes TAX et REX, d'accord. Et on va voir que, que les virus HTLV sont des virus transformants, ça veut dire qu'ils peuvent causer des tumeurs. D'accord. Ce pas des tumeurs associées à HTLV, ce sont des tumeurs qui sont causées par le HTLV. Ce n'est pas comme le VIH. D'accord. Et ceci est dû notamment à la présence du gène qu'on appelle TAX. D'accord. Alors, mêmes étapes, rétrotranscription, d'accord, intégration et ensuite transcription, etc. C'est la même chose. D'accord. OK. Variabilité génétique, plusieurs sous-types d'HTLV. Donc, c'est particulièrement HTLV1. Pourquoi? Parce que l'HTLV2, on va voir que l'HTLV2 est très rare avec un pouvoir pathogène qui est d'accord, controversé. D'accord. Et contrairement au VIH, qui est un virus cosmopolite dans le monde entier, le HTLV n'est pas un virus cosmopolite. D'accord. Nous, par exemple, en Algérie, on n'est pas concerné par le HTLV. Certaines régions du monde, notamment le Japon, les Caraïbes et certaines parties d'Afrique, d'accord, qui sont concernées par le HTLV1. D'accord, avec plusieurs sous-types. Et pourquoi on fait donc là, vous avez la distribution géographique, d'accord, plusieurs sous-types d'accord d'HTLV1, d'accord, et même d'HTLV2. Et pourquoi on fait ce cours? Pourquoi? Parce que l'HTLV1, d'accord, il est responsable, d'accord, de ce qu'on appelle, d'accord, la leucémie ou l'infanteté de l'adulte, d'accord, c'est une forme particulière de leucémie qui est incurable, d'accord. Donc ça, c'est la première forme clinique, d'accord, la forme leucémique. Et deuxième forme, d'accord, c'est une atteinte neurologique démyélinisante, d'accord, kiff incurable, d'accord, sur ce qu'on appelle la paraparésie spastique tropicale ou myélopathie associée à l'HTLV. D'accord, on fait ce cours, pourquoi? Parce que l'HTLV1, alors l'HTLV2, d'accord, lui, il a donné une fois une leucémie à tricoleucocyte, mais ce n'est pas confirmé, etc. On fait surtout ce cours pour l'HTLV1. Pourquoi? Parce que l'HTLV1 va donner soit une leucémie de l'adulte, d'accord, qui est mortelle, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement antiviral spécifique, d'accord. Soit une atteinte neurologique qu'on appelle la paraparésie spastique tropicale ou myélopathie associée à l'HTLV. Donc, c'est une maladie démyélinisante qui va toucher le système nerveux neurologique, d'accord, et qui, pour l'instant, elle est incurable à long terme. D'accord. Transmission de l'HTLV, c'est comme le VIH.
d'accord, sexuelle, d'accord. Bon, alors la différence, mère-enfant, etc., d'accord, la différence de la transmission à l'HTLV, c'est que la transmission sexuelle, elle est moindre dans le HTLV par rapport au VIH, d'accord, et on a une transmission importante par l'allaitement. D'accord. Ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure parce qu'on est passé assez rapidement. D'accord. Aussi, il y a un risque de transmission du VIH par le lait maternel, mais le risque avec l'HTLV1, il est encore beaucoup plus important. D'accord. Donc l'HTLV1, transmission sanguine, d'accord, transmission mère-enfant, d'accord, surtout par l'allaitement, d'accord, une transmission sexuelle aussi possible, mais qui est moins importante que pour le VIH. Alors, le pouvoir pathogène du VIH2, on l'a dit pour le HTLV2, pardon, pour l'instant, il est controversé. Il a été associé à de rares cas d'une forme particulière d'une leucémie qu'on appelle la leucémie à tricoleucocytes, mais on a dit que peut-être que ce n'est pas ça qu'il est associé, etc. Donc, le pouvoir pathogène HTLV2 pour l'instant, point d'interrogation. Donc, diagnostic virologique, même principe, d'accord, kiff kiff, dépistage par ELISA, d'accord, et Western blot, confirmation HTLV. C'est le même principe, d'accord. Ce qui va changer, ce sont les noms des protéines, d'accord, avec les critères de séropositivité qui changent un petit peu, d'accord. Il y a une protéine recombinante, RGD21, d'accord. Recombinante, ça veut dire qu'elle a été produite par génie génétique, d'accord, qui doit être présente dans les bandes de Western blot pour confirmer. Maintenant, pour le reste, vous avez une protéine MTA1, kiff kiff recombinante, qui a été rajoutée dans les réactifs par synthèse par génie génétique, qui est spécifique à HTLV1, et une autre protéine K55, d'accord, HTLV2. Les autres protéines sont, d'accord, des protéines naturelles, P24, P19, P53, etc. D'accord. Donc là, vous avez pour HTLV1, pour les deux virus, présence de la RGD21, d'accord, et MTA1 avec HTLV1, HTLV2. D'accord. Donc, kiff kiff, en cas de doute, en cas de problème, etc., la réalisation du PCR qui est plus particulière. Bon, les réactifs sont moins disponibles, etc. Pourquoi? Parce que le HTLV est un virus qui n'est pas cosmopolite. D'accord. Un Western blot se traduit par l'absence négative de bande. D'accord. Alors, diagnostic direct, très compliqué. C'est la même chose, on peut l'isoler, etc. D'accord. Sur culture cellulaire. D'accord. On peut faire de la biologie moléculaire par PCR. Donc, le diagnostic d'une infection HTLV, d'accord, dépistage des anticorps par ELISA, suivi de confirmation par Western blot, d'accord. Dans le cas où le Western blot il est indéterminé ou discordant avec l'ELISA, à ce moment-là, on peut faire une PCR, d'accord, comme on le fait pour le VIH. D'accord. Pas de traitement antiviral spécifique ni de vaccin avec le HTLV. D'accord. Kiff kiff, le traitement de leucémie lymphome est un traitement symptomatique, d'accord. Et c'est pareil pour l'atteinte neurologique. Donc, résumé, on fait l'HTLV pour parler d'HTLV1, qui sont des rétroviridés. À la différence du VIH, les HTLV ne donnent pas d'infection opportuniste, mais ce sont des virus qui sont transformants. D'accord. Le HTLV1 donne la leucémie T de l'adulte, d'accord. Et à côté de ça, de cette une forme leucémique, donc cancer entre parenthèses, d'accord, on a une atteinte neurologique qu'on appelle la paraparésie spastique tropicale. Et heureusement que le virus HTLV n'est pas un virus cosmopolite, mais plutôt c'est un virus qui est localisé dans certaines régions du monde. Est-ce que vous avez des petites questions? D'accord. On va essayer de faire au moins de répondre à 2-3 questions. Donc, je sais que vous avez cours. Au moins 2-3 questions. Sinon, alors, oui, à la belle. Shift, il est retard. Attendez 2-3 minutes. Alors, durée de traitement. Alors, durée de traitement VIH. Alors, le traitement VIH est un traitement à vie. D'accord. Donc, c'est un traitement à vie. Autre question. Oui, c'est un traitement à vie. Donc, si on arrête le traitement, le virus. Alors, je suis désolé à cause des problèmes techniques. D'accord. On n'a pas discuté. Vous avez cours maintenant. Alors, vous pouvez noter vos questions. Je ne sais pas. Alors, vous pouvez nous laisser boîte mail. Alors, boîte mail, oui, pour les questions. Oui, oui. Oui. Alors, envoyez-moi les questions par mail, s'il vous plaît. D'accord. Et donnez-moi, je ne sais pas, le temps d'y répondre. Hein. D'accord. OK.
désolé pour les problèmes techniques. Alors, c'est un cours, oui, c'est un cours qui est très très long. Normalement, ce n'est pas une séance, c'est 2 séances, mais je n'ai pu obtenir, oui, qu'une seule séance. D'accord? Essayez de bien lire le cours pour bien poser les questions, surtout la partie diagnostic VIH. D'accord? Essayez de bien lire la partie diagnostic VIH et la partie suivi, d'accord? Suivi virologique, d'accord? Pour essayer de poser les questions. Je suis désolé. D'accord? Alors, merci de votre attention.